Merci aux organisateurs du colloque et pour la belle organisation et le contenu, etc. et de l'invitation qui m'est faite ici. Je veux dire que la présentation de moi que vous avez faite date d'il y a 15 ans quand même. Donc, aujourd'hui, je suis professeur émérite, donc je suis retraité, si vous voulez. Et d'une part, et d'autre part, c'est vrai que l'Arsicom a cessé de disparaître depuis environ 12 ou 13 ans. Voilà. Mais bon, c'est le jeu. Ma communication n'est pas du tout, est plutôt une ébauche de recherche. Elle provient d'une discussion avec mes étudiants de doctorat du langage, enfin de mon cours de sciences de sociologie des actes de langage cet hiver, notamment Johanny Bernard, Alexandra Pelletier, Baline Detmers, Erwan Davisso, qui m'ont poussé à aller du côté de l'image comme acte de langage et une très agréable discussion sur le sujet, comme beaucoup, ça a été le cas dans ce cours. Quand j'ai fait la proposition au colloque, je ne savais pas exactement ce dont j'allais traiter, moi aussi. Et le titre véritable de ma communication, c'est « Politique du selfie ». Un selfie peut-il être politique ? Les tactiques populaires peuvent-elles se glisser dans les stratégies entrepreneuriales du numérique et être synonymes de résistance ? Et dans l'affirmative, quel est le nom de cette résistance et dans quelles conditions sociales et historiques peut-elle apparaître ? Poser cette question à partir du selfie peut apparaître absurde, voire risible, tant il peut sembler qu'il est souvent attaché, le selfie, à une autocélébration de soi et de sa tribu, tendance que l'on retrouve fréquemment dans l'usage des réseaux sociaux numériques. L'appellation québécoise d'égo-portrait traduit assez directement cette interprétation, qui a suscité d'ailleurs de nombreux travaux. Par exemple, une enquête sur les preneurs de selfies qui montre que ceux-ci se jugent eux-mêmes plus attirants et plus sympathiques. D'autres articles étudient le lien du selfie au narcissisme. Il semble que ce point de vue reste dominant, notamment chez les psychologues. Cependant, comme l'affirme Katzur et Allen dans un petit bilan sur la littérature inévitablement récente autour du selfie, une autre position de recherche regroupant de nombreux travaux s'oppose à celle-ci. Le selfie est alors associé à un processus d'autonomisation de la personne. Par exemple, la pratique du selfie rendrait capable de façonner, de conforter une identité plus solide. Bellinger signale ainsi que le selfie peut devenir, et devient effectivement, un outil de construction de soi. Ces deux interprétations se chevauchent, s'interprénètent, se croisent, comme c'est patent dans l'ouvrage « Tout selfie, pourquoi tout s'accro ?» où les deux affirmations se succèdent de chapitre en chapitre, quelquefois de page en page, sans être articulées. Au contraire, le très remarquable article d'André Guntert, dans son très remarquable article, l'auteur propose une mise en perspective historique qui montre combien cette première critique du narcissisme selfique répond à une effervescence des amateurs, produisant un bouquet de pratiques très différentes les unes des autres, souvent aussi inventives que communicatrices. La question que je voudrais poser n'est donc pas complètement étrangère à la littérature. Et je voudrais la poser dans le cadre d'une sociologie des actes de langage, celle du cours dans lequel il est né, considérant certains selfies propagés par les réseaux sociaux comme des déclarations au profit d'un public à venir. Je m'inspirerai largement de la lecture du livre récent de Judith Butler, intitulé « Rassemblement, pluralité, performativité et politique », et procéderai en 3 temps. D'abord, je résumerai les résultats d'une étude assez exemplaire sur l'usage du selfie par les habitants d'une favela de la ville de Vitória au Brésil, dont je me servirai comme modèle. Puis j'introduirai la problématique de Judith Butler et ses très fines observations de l'exercice de ce qu'elle nomme la souveraineté populaire. Avant de me tourner vers certains effets de manifestation, je voudrais montrer combien leur analyse en tant qu'acte de langage peut être fructueuse. Le fondement de l'analyse de Freeman et Neymer autour de la pratique des selfies dans des favelas brésiliens est le suivant. Son interprétation du selfie doit prendre en compte les contextes socioculturels à l'intérieur desquels elle s'enracine. Ils ne se sont donc pas contentés du contexte socio-numérique, mais d'examiner les images produites par les habitants de la favela. Et ils ont donc été, ils sont pas contentés d'examiner les images produites par les habitants des favelas et leur contexte socio-numérique. Ils ont été à leur rencontre afin de connaître
par le biais de connaître leurs intentions et désirs concernant leurs selfies et leurs destinataires dans le cadre d'une enquête ethnométhodologique. Ces favelas sont essentiellement gouvernées par des barons du trafic de la drogue. La vie en devient difficile pour une population vivant entre la peur et le chômage. Les auteurs, Freeman et Nehmer, ont profité de la présence de cybercafés financés par l'État et des organisations non gouvernementales pour constater et pour contacter les fabricants de selfies. Ceux-ci utilisent en effet l'abri de ces cybercafés pour envoyer leurs images. Les jeunes, questionnés par les enquêteurs, déclarent que ces images sont d'une part l'expression de leur colère devant les conditions de vie qui leur sont faites, et d'autre part, la manifestation de leurs sentiments et émotions. Ainsi, ne s'agit-il pas seulement de transmettre une information, ce qui peut arriver quand, par exemple, l'une des personnes interrogées, mêlée malgré elle à une fusillade, veut indiquer à sa mère qu'elle est encore vivante, mais aussi de réfléchir à la figuration, par son propre visage, de sa situation. L'autoportrait est donc réalisé en réponse à un contexte spécifique. Il est un énoncé contextualisé. Il n'est pas seulement la présentation immédiate d'impressions actuelles, mais aussi la réfraction de ces impressions dans la conscience de l'autoportraitiste. Ou plus exactement, il est l'articulation entre l'émotion et la pensée, l'imbrication entre une actualité et une durée qui organise la vie de l'individu. De cette façon, ce dernier préserve, sinon toujours un happy side, du moins, selon le terme employé par l'un des selfeurs, du moins une affirmation ou une revendication d'existence. Très intéressant de ce point de vue est le compte-rendu par Freeman et Nehmer de l'interview d'une jeune femme illettrée pour laquelle le selfie prend le sens d'un acte de langage qui guette les réactions qu'il suscite. Il faut donc envisager le système que forment les selfies et les appréciations qu'ils provoquent, notamment sur Facebook. C'est une conversation numérique favorisant interaction et rebond par l'image. Ainsi, l'auteur, Alice, trouve, grâce aux selfies, le moyen de se construire ses propres réseaux sociaux. Selon Freeman et Nehmer, la pratique des selfies par les jeunes des favelas, insérés dans des contextes denses et complexes, constitue une réflexion sur leur situation marginalisée. Moi, je préfère dire réfraction. C'est donc une façon de reprendre pied dans le temps. Celui-ci n'est plus, ou plus seulement, une litanie de tourments et de peurs toujours répétées, mais un présent capable de récapituler le passé et d'ouvrir sur le futur. Nous savons qu'un temps proprement humain doit être conçu comme l'articulation d'un passé et d'un futur autour d'un présent. Nous le savons au moins depuis Saint-Augustin. L'actualité du selfie joue exactement ce rôle ordonnateur du temps. La question soulevée par ces jeunes peut à bon droit être interprétée comme politique. C'est la même question qui inspire le dernier ouvrage de Judith Butler. Elle y pose la question du potentiel politique de l'apparaître dans l'espace public, notamment de la présence de tout rassemblement ou manifestation. Ceux-ci, amplifiés par leur publicisation sur les réseaux sociaux, deviennent aujourd'hui un élément important de la vie politique. Le printemps des révolutions en terre arabe a dramatisé la question, malgré les espoirs souvent déçus. La proximité des interrogations nous incite à lire attentivement les éclaircissements apportés par la philosophe. Butler, nourri, comme on sait, par Hannah Arendt, dresse progressivement une armature conceptuelle solide dont les linéaments sont explicités par l'assertion suivante. L'exercice de la... Je cite Hannah Arendt. Je cite Judith Butler. L'exercice de la liberté n'est pas quelque chose qui vient de vous ou de moi, mais de ce qui est entre nous, dans le lien que nous créons au moment où nous exerçons ensemble la liberté, un lien sans lequel il ne peut tout simplement pas y avoir de liberté. Ainsi, la question du « nous » passe au premier plan. Plus précisément,
Butler se demande quel est le sens, d'une part, la portée, d'autre part, de la déclaration performative « Nous, le peuple », en laquelle elle voit la paraphrase de tout rassemblement déclaré dans l'espace public. Chaque fois qu'un rassemblement se forme, l'auteur parle bien sûr des rassemblements à visée politique, la communauté exerce un droit performatif, la communauté des manifestants, exerce un droit performatif d'apparaître en public et donc de revendiquer une visibilité dont ils se pensent privés. Ils exercent ainsi une souveraineté populaire qui s'oppose à la souveraineté étatique. Celle-ci s'exerce au nom d'un peuple convenu, la souveraineté étatique s'exerce au nom d'un peuple convenu, implicitement défini lors de l'élection. Tout rassemblement remet donc en question la souveraineté de l'État. Alors la démocratie s'exerce à l'intérieur d'un rapport dialectique entre les deux formes de souveraineté, et la légitimité de l'État disparaît quand la liberté de se rassembler et donc d'exprimer une souveraineté populaire disparaît. Les manifestations réaffirment la séparation des deux souverainetés et en filigrane témoignent du rôle constitutif du rassemblement populaire. Chacun d'entre eux constitue donc une tentative de redéfinition du peuple. La dynamique démocratique est fondée sur une bataille autour de la définition du peuple et du droit de proclamer « nous, le peuple ». Je cite Hannah Arendt, extraordinaire, Judith Butler. « Le nom du peuple est récupéré, contesté, renouvelé, toujours menacé d'être exproprié ou rejeté. Et la fragilité ou la férocité qui marquent la lutte hégémonique ne sont que des signes de son opération démocratique. » Le cas de la précarité, longuement traité par Butler, est évidemment décisif. Avoir une vie précaire, ce qui s'oppose pour l'auteur à avoir une vie vivable, c'est ne pas avoir de visibilité à l'intérieur de la définition du peuple, être rejeté sur les marges de la définition du peuple auquel fait actuellement référence l'État. Il faut négocier l'espace, la rue, le trottoir, ou prendre d'appui afin d'exposer en même temps la vulnérabilité des précaires et leurs revendications. Le corps doit trouver sa place avec d'autres corps afin que leur exposition puisse trouver sa place dans l'espace public, afin que leur place dans l'espace public. Alors le rassemblement des corps précaires, proclame une liberté commune et une protestation contre leur non-visibilité. Se trouve caractériser ce que Butler nomme le pouvoir performatif du rassemblement. Le rassemblement constitue une déclaration dont le sens illocutoire est la revendication d'une autogenèse du peuple, ou à tout le moins d'une partie du peuple. On sait combien Judith Butler attache de poids à la parole publique et à la réponse qu'il suscite. Le rassemblement prend la suite en ce sens du pouvoir des mots ou du récit de soi. Depuis la lecture du second, nous savons que chacun d'entre nous ne brandit son « je » qu'en réponse à une interpellation. Ainsi, il n'y a aucun « je » qui puisse rester totalement distinct des conditions sociales de son émergence. L'émergence d'un « je » interpellé rend possible et nécessaire le lien avec d'autres « je » également interpellés, afin de se rassembler et de déclarer « nous, le peuple ». Les scènes de rue n'acquièrent une puissance politique que dans la mesure où elles nous sont transmises aussi immédiatement que possible. Les médias font donc partie de l'événement, écrit Butler, et notamment les médias tenus à la main par les participants des rassemblements. Ceux-là deviennent des appendices du corps, revendiquant des puissances du corps permettant de transmettre des voix au-delà du lieu local pour accéder au global. Ces médias tenus à la main exercent une contre-surveillance de l'action des forces étatiques et aussi, ajouterai-je, des médias institutionnels. Ils sont l'espoir d'une participation élargie. Et la demande de reconnaissance, la revendication portée par nous, le peuple, y trouve une amplification inespérée. Les actes de langage selfiques des jeunes des favelas, interrogés par Namer et Freeman, me semblent pouvoir être compris dans le cadre proposé par Butler. Leur selfie manifeste d'abord une réponse à la forme sauvage d'interpellation qu'ils subissent de la part des barons de la drogue. Ils manifestent ensuite leur invisibilité et la souffrance qui en résulte.
ainsi que la quête d'un peuple ou d'une communauté à laquelle se lier et par laquelle être reconnu. Enfin, elle est la recherche désespérée d'un lieu où crier son appartenance au peuple. Je ferai l'hypothèse que les selfies postés par des manifestants constituent ainsi une expression figurative de telles revendications. Dans les limites de cette intervention, mon échantillon sera réduit. Les images qui le composent ont été reprises, suscité des réponses. Elles ont initié un processus de signification. J'espère que l'échantillon suffira au moins à conforter l'hypothèse sur laquelle je commence à travailler. Je considérais provisoirement que les situations dans lesquelles les auteurs ont saisi leur smartphone pour donner une plus grande visibilité par leur rassemblement sans être semblables ont au moins ce point commun d'être l'expression d'une agitation sociale, d'une revendication populaire. La première des images est un selfie réalisé par la jeune fille dont on aperçoit les yeux au premier plan, présentant des jeunes Indiens, jeunes filles en tête, manifestant pour protester contre les agressions sexuelles dans le pays. L'auteur a choisi de privilégier le groupe aux dépens de son propre visage, dont on n'aperçoit donc que le regard. Tous et toutes lèvent le poing, je devrais dire plutôt toutes et tous lèvent le poing, signe conventionnel signifiant la lutte et aussi l'espoir. Ils font bloc, serrés les uns contre les autres. Certains visages sont sérieux, presque graves, d'autres plus souriants, dans une réaction plus conventionnelle face à l'appareil photographique. On privilégie soit la portée de la manifestation, soit l'accueil du destinataire. Leur combinaison rend l'image assez exemplaire. L'espace est une rue assez vaste, on aperçoit les trottoirs. Mais le bloc des manifestants est privilégié. Peut-être se sont-ils serrés les uns contre les autres pour la photographie. Le résultat est cette impression d'un corps unique, composé par la juxtaposition des corps individuels. Ce grand corps est essentiellement féminin, les garçons ne servant que d'appui. Comme le critique Léon Moussinac, entendant crier les marins lors d'une projection de Potemkin, je crois entendre le cri « Nous le peuple » en les regardant assemblés. Les images suivantes ne sont pas des selfies, mais montrent des prises de selfies, permettant de mettre en valeur l'auteur. Je dois reconnaître que j'ai été touché par cette image, qui est un petit peu une exception dans le corpus que je regarde, sur laquelle je n'ai pas trouvé beaucoup de précision concernant le contexte de son acte énonciatif. Je sais simplement qu'elle a été prise lors d'une manifestation écologique au Canada. 3 enfants d'origine visiblement différentes sont présentés, l'un prenant la photo qui les rassemblera. Les 2 garçons sourient à pleines dents, la petite fille plus hésitante et plus hésitante. Jean-Jacques Rousseau aurait fait cette image l'emblème de sa théorie du bon sauvage et de la corruption par la société. On voit combien l'événement de leur rencontre est un plaisir immense pour chacun des enfants. Ils ne sont attentifs qu'à eux-mêmes. Ils en surinterpréteraient si on pensait qu'ils ont pensé représenter un peuple. Cependant, l'image, comme tout énoncé, échappe à ses fabricants, et ce sont ses destinataires qui lui donnent sens. Dans un monde où chacune de nos différences est épiée, calculée, revendiquée, où le concept d'identité ne s'appartient plus, dévoyé par des pensées étroites, ne peut-on y voir un cri implicite, quelque chose comme « nous, l'humanité ». À eux 3, ne font-ils pas une manifestation ? Une femme et aussi un homme, derrière elle, prennent des selfies de la manifestation à laquelle ils participent. Ils n'ont pas cherché à obtenir l'accord des autres manifestants, ils sont très entourés. Panneaux tendus sur lesquels sont inscrits leurs revendications, corps et bras levés, tournés dans diverses directions. On devine un bouillonnement, une agitation autour d'un espace resserré, peinant à accueillir la communauté rassemblée. L'homme demeure attentif à l'image qu'il essaye de faire. Peut-être cherche-t-il le meilleur cadre. Le visage de la femme, qui domine l'image, est encore empreint de sa colère, de la colère qui la conduit exactement là où elle se trouve. L'image du smartphone brandi comme prolongement du corps en colère, de l'âme revendicative, me semble s'imposer.
Sa mâchoire crispée, ses dents serrées sont le point focal, la figure qui donne sens aux cris populaires des Marocains rassemblés pour réclamer leur liberté politique. Terminons avec l'image d'un selfie ironique, celui d'une jeune femme portant un voile, se photographiant devant une manifestation de l'extrême droite belge. Elle sourit, sachant que sa simple présence constitue un déni de la revendication « nous, le peuple blanc », ou peut-être « nous, le peuple arien », exprimée par la manifestation. Elle est une contre-manifestation, à elle toute seule, que les manifestants ne peuvent plus si facilement chasser. Comme le dit en passant Judith Butler, il n'est plus si facile de brutaliser autrui au temps des réseaux sociaux. Quoique, son sourire n'est plus seulement adressé aux destinataires, il est aussi une proclamation qui est directement transmise aux manifestants dans son dos. Ces images ont beaucoup de points communs avec celles de Freeman et Némer. Premièrement, le rapport entre une situation très présente et la conscience de cette situation, si on omet le cas spécial de la photo des enfants, qui aboutit à une image réfractant cette situation plutôt que la reflétant. Ensuite, bien sûr, l'image est faite pour être diffusée, donc pour élargir autant que possible la portée de la manifestation. Troisièmement, la volonté de donner à l'événement de la manifestation une valeur qui la rende capable de hanter le futur, de peser sur la redéfinition du peuple. Le contexte spécial des manifestations rend la volonté des auteurs de selfies plus évidemment politique. L'appel à une souveraineté populaire contre la souveraineté de l'État est manifeste dans chacun des trois cas cités. Il me semble légitime de le voir aussi dans le selfie des enfants, même s'il leur échappe sans doute. Les usagers se glissent à travers les instruments de contrôle GAFesques, je ne sais pas si des GAFA, à partir d'une agentivité politique. Ils se rendent capables de fonder un sous-format de selfie, un format d'image capable de fonder d'autres solidarités, la référence à un peuple à venir, un peuple précaire, à une souveraineté encore inexistante est ici fondatrice. Judith Butler nous incite à penser l'espace public, politique, comme le lieu de la confrontation autour du nom du peuple. Toutes les tactiques, y compris celles inspirées par la technique numérique, sont les bienvenues.